Est-ce que cela enregistre? Ça enregistre. J'ai eu la chance de connaître des gens et aussi d'avoir des lectures qui livrent aussi d'autres aspects qui sont de l'ordre aussi, je ne dirais pas du spirituel, mais du religieux. Je m'explique, des rabbins, des aumôniers militaires qui ont pu côtoyer les officiers de Tsahal, qui ont été témoins des combats ou de ce qui a préparé les combats, et qui ont aussi certains aspects que vous allez découvrir, qui sont parfois inédits. Je m'expliquerai plus en détail dans quelques instants, sur le déroulement des opérations, mais aussi d'un point de vue halachique. Et il y a parfois des choses très intéressantes à découvrir. Alors, je préviens d'emblée que les images que vous verrez, donc c'est un diaporama très rudimentaire, mais sans mise en page très, très recherchée et très poussée. L'essentiel étant de permettre d'avoir un diaporama, une vue d'ensemble de la guerre des 6 jours, avec des images d'époque, bien entendu, des cartes. Donc, excusez, ce n'est pas toujours très cohérent. Là, il y a des cartes en hébreu, en français, en anglais. Les photos ne sont pas toujours très, très bien disposées sur l'écran, mais l'essentiel est que nous puissions en tirer l'historique de cette guerre miraculeuse. Dernière précision, je sais qu'il y a parmi nous d'autres personnes qui sont peut-être encore mieux placées que moi pour parler de la guerre des 6 jours. Tout simplement parce que moi, je n'étais pas encore né. Et il m'est déjà arrivé d'avoir dans l'auditoire qui m'écoutait en France, ou lorsque j'effectue des visites in situ à Elon Moré, où on voit aussi où se sont déroulés certains des combats de cette guerre. Et il y a parfois des personnes qui non seulement, bien, ça c'est assez fréquent de rencontrer des gens qui ont vécu cette période, mais qui ont même participé. Il m'arrive d'avoir des francophones qui étaient déjà en Israël et qui eux-mêmes ont participé au combat et qui complétaient ce que j'exposais. Donc, bien sûr, je n'ai aucune, comment dit-on, aucune prétention d'être exhaustif. Je pense qu'il y aura certaines choses qui vous seront nouvelles. Le gros, bien sûr, est connu de tous, mais nous essaierons d'avoir un bon moment ensemble et pour voir vraiment l'étendue des miracles de cette guerre. Attendez, juste avant de commencer maintenant, il y a un message. Alors, la personne qui parle face à vous, c'est Alexandre Gutmann. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le représentant francophone de la Yeshiva d'Elon Moré. Voilà, vous avez bien fait de le demander. Et je ne suis ni historien, ni conférencier de renom, ça se saurait. Mais j'ai la chance depuis 7 ans de fréquenter et de rencontrer, d'aller à la rencontre de nombreuses communautés francophones et françaises et d'exposer un peu la Torah d'Elon Moré, sa spécificité, et également ce genre d'intervention comme celle-ci. J'en profite pour inviter les personnes qui sont des communautés en France ou francophones en Israël. Vous pouvez faire appel à nous pour une soirée qui aille même plus en profondeur, comme nous l'avons souvent fait en France aux alentours de Yom Yerushalayim, avec cet exposé pour tout le Kahal. C'est toujours très réussi. Et bien maintenant, nous allons commencer. Donc, vous avez vu le titre « Retour sur la guerre des 6 jours ». À part la rime, c'est parce que nous allons essayer de voir tous les 6 jours. Souvent, on parle surtout de la libération de Jérusalem, et qui était en un jour ou en 2 jours si on veut, puisque d'abord Jérusalem a été encerclée et le lendemain elle a été conquise. Mais il s'agit de 6 jours, puisque c'est le nom de cette guerre, donc nous allons essayer de voir les 6 jours dans leur ensemble. Alors, voilà, ça c'est le résultat, nous le connaissons tous. Et aujourd'hui il n'a pas cette allure, c'est l'esplanade du Kotel. Bien entendu, ça c'était des années précédentes, lorsqu'il y a le Rikoud Galim, la danse des drapeaux, qui a lieu chaque année, sauf cette année, à Jérusalem, au Yom Yerushalayim, dans l'après-midi, avec des centaines, des milliers de drapeaux et de participants qui font une grande marche, un grand défilé, jusque dans la vieille ville et jusqu'au Kotel. Alors, comment est-on arrivé à ce résultat? Alors, cette carte, vous la connaissez, c'est la carte d'Israël jusqu'en 1967, jusqu'en juin 1967.
On voit ici l'étroitesse d'une partie du pays. La partie, en revanche, qui est peut-être pas la majorité du pays en surface, parce que vous avez le Negev au sud et la Galilée en nord. Vous voyez qu'ici, le Golan est compris, c'est une erreur. J'ai pris ça d'une capture d'écran. Il n'y a pas encore le Golan aux mains d'Israël lors de la guerre des 6 jours. En tout cas, avant la guerre des 6 jours, enlevez peut-être le Golan en haut à droite et vous avez la carte d'Israël. Alors, je disais, certes, l'étendue d'Israël est plus ou moins la même qu'aujourd'hui si vous regardez le Galil au nord ou le Negev au sud, mais sur la plaine côtière qui représente l'écrasante majorité de la population israélienne. Aujourd'hui, c'est 70% de la population qui habite sur cette plaine côtière. C'est sur un tout petit liseré entre la mer Méditerranée et ce qui était à l'époque la Jordanie. Avec Jérusalem, bien entendu, qui est vraiment presque comme une enclave entourée de territoires jordaniens. Alors, voilà une autre carte qui nous montre ici, selon les couleurs, les pays qui sont autour d'Israël à ce moment-là. Donc l'Égypte, bien sûr, à l'ouest, au sud-ouest. À l'est, vous voyez la Jordanie qui est de couleur jaune et qui inclut ce qu'on appelle la Cisjordanie ou la Judée et la Samarie, puisque en 48-49, ils ont envahi ce territoire qui était en principe de la Palestine mandataire et l'ont annexé. Et la Syrie, cette fois-ci, le Golan n'est pas encore israélien, c'est une carte qui est effectivement d'avant 1967. La Syrie au nord-est, qui va jusqu'au plateau du Golan. Alors, il y a une flèche en haut au niveau de la Syrie, vous la voyez. Elle est là pas de manière anodine parce qu'en fait, si on a plus en mémoire les combats contre les Égyptiens, puisque la guerre a débuté en Égypte par une opération foudroyante, nous allons en parler tout de suite, et qu'on se rappelle souvent, bien sûr, du combat contre les Jordaniens, puisque c'est la prise de Jérusalem, la prise de la Judée, de la Samarie, on oublie que tout a commencé en fait au nord en Syrie. Il faut savoir qu'avant la guerre des 6 jours, il y avait une très forte tension internationale, et en Israël, on savait que quelque chose allait arriver. On savait qu'il y avait des projets des pays arabes aux alentours de ne pas accepter l'existence du jeune État d'Israël. Mais il y avait dans le renseignement israélien, de l'armée israélienne, il y avait une compréhension que la Jordanie n'entrerait pas dans la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Israël qui pensait que la Jordanie n'entrerait pas en guerre contre Israël. Les Jordaniens eux-mêmes ne pensaient pas qu'ils s'engageraient dans un conflit contre Israël. En revanche, la Syrie ne se gênait pas pour manifester à Israël son sentiment à son égard. Et vous avez, je ne parle pas de juin 67, ni de mai, ni d'avril, mais en janvier 67. En janvier 67, vous avez des frappes syriennes quotidiennes sur la frontière nord, ce qu'on appelle Etzba Galil. Vous voyez tout au nord, vous avez comme un… Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà, vous voyez ici mon curseur qui vous montre ici le Etzba Galil. C'est ce petit bout de terre qui dépasse tout en haut de la Galilée, au-dessus du lac de Tibériade. Et donc, vous avez en janvier 67, vous avez des frappes syriennes, des frappes aériennes, pardon, pas des frappes aériennes, des frappes d'artillerie sur la frontière nord, à ce niveau ici. Vous voyez, vous voyez mon curseur qui bouge dessus. Et il faut savoir que dans cette zone, on ne peut pas positionner de blindés, puisque les accords de cessez-le-feu de 49 exigent que les parties n'établissent pas de forces blindées dans ces régions-là. Et donc, la Syrie ne se gêne pas, en prend profit et en tire profit et frappe sur Israël à tel point que les pêcheurs du Kinneret doivent cesser leur activité. Nous sommes en janvier 67. Et également, on sait que les Syriens voulaient également détourner les eaux du Jourdain. Voilà, vous voyez ici, dans cette carte en hébreu, les flèches et les étoiles qui symbolisent les frappes. Et donc, vous voyez les frappes de la Syrie.
vers le nord de la Galilée, au-dessus vers Kiryat Shmona, sur le lac de Tibériade. Nous disons les pêcheurs ont dû arrêter leur activité. Ça, c'est en janvier. En janvier, jusqu'à ce qu'arrive le mois d'avril. Et en avril, quelque chose de plus grave arrive. Il se passe que le 7 avril 1967, il y a des frappes syriennes sur les agriculteurs d'un kibbutz au sud du lac de Tibériade, le kibbutz Haon. Alors, je n'ai pas mis ici, je ne sais pas si j'ai la photo ici. Non, je n'ai pas la photo. Il faut voir, ce sont des tracteurs qui sont blindés, aussi blindés qu'on pouvait le faire à l'époque. Et il faut comprendre que toute l'année 67 et peut-être déjà avant, les agriculteurs travaillaient la terre autour du lac de Tibériade avec des tracteurs blindés parce qu'il était trop dangereux de travailler la terre sans protection. Alors, on pose une question ici, voilà, on le fait en direct, c'est interactif. On va essayer, tout en restant dans une limite de temps assez raisonnable. Je vois ici une question. Est-ce que le Kinéret est entièrement israélien ou la Syrie a aussi une frontière sur l'eau du Kinéret? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous montrer la prochaine carte qui vous montre bien ce qui se passe après les cessez-le-feu de 1949. Vous voyez à gauche, en brun clair, Israël. À droite, vous avez la Syrie. Donc, vous voyez que la Syrie touche ce qu'on appelle Katef Kinéret, l'épaule, c'est-à-dire le côté nord-est du Kinéret, avec en bas, au milieu, vous voyez mon curseur, autour de En-Gev, qui existe toujours, qui est un kibbutz sur le lac de Tibériade, où là, c'est une zone démilitarisée. Et en bas également, une zone démilitarisée, mais côté syrien. Donc, les deux ont accès sur la rive orientale du Kinéret. Alors, avec des frappes pareilles sur le kibbutz, Tsahal est obligé cette fois-ci de riposter. Et les frappes des Syriens s'intensifient en résultat de cette riposte de Tsahal, avec bien sûr un avantage topographique de la Syrie qui est sur le plateau du Golan, qui est en altitude, et donc il peut bien sûr toucher Israël plus facilement qu'Israël peut toucher les Syriens. Toutefois, vous voyez en bas la flèche noire, vous voyez sur cette carte, la flèche noire, c'est vers le kibbutz Haon. C'est de là qu'il tirait. Et suite à ces frappes de trop, Israël riposte, et vous voyez la grande flèche bleue au-dessus, et il riposte pour aller avec l'armée de l'air jusqu'aux alentours de Damas. Nous sommes le 7 avril et Israël abat 6 avions de chasse sur le territoire syrien, ainsi qu'en Jordanie. Et en Israël aussi, puisqu'il y a eu des avions syriens qui ont pénétré dans l'espace aérien israélien. Donc vous voyez, nous sommes en avril 1967 et Israël déjà fait une première opération militaire, opération avec l'aviation, c'est vraiment pas de la rigolade, et elle abat plusieurs avions syriens sur 3 territoires nationaux différents, sur la Syrie, dans le ciel de la Jordanie et dans le ciel israélien. Nous sommes donc en avril. Un mois plus tard, vous voyez un peu la tension, un mois plus tard, nous arrivons au mois de mai. Le mois de mai, c'est bien sûr le mois à l'époque de la célébration israélienne de Yom Ha'atzmaut. Aujourd'hui, nous en avons 2, Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance, et Yom Yerushalayim. Et le 15 mai, donc un mois et quelques après cette frappe en Syrie, qui est déjà annoncé un petit peu la couleur, nous avons donc ce défilé de Tsahal au Yom Ha'atzmaut 1967. Vous avez ici quelques images. Le chef d'état-major est Yitzhak Rabin, que vous reconnaissez en bas dans la photo en noir et blanc. À gauche, vous avez le premier ministre de l'époque, Levi Eshkol. Et à l'époque, il y avait encore des défilés militaires, ce qui n'est plus le cas de nos jours depuis plusieurs années. Et pendant le défilé militaire, le Premier ministre et le chef d'état-major Yitzhak Rabin reçoivent un petit bout de papier sur lequel on leur annonce qu'il y a un déplacement de 2 divisions égyptiennes dans le Sinaï. Alors, voyons voir ce que ça représente. Le Sinaï, le voici. Donc, je vous rappelle qu'on parlait de Yom Ha'atzmaut le 15 mai 1967. Vous voyez à gauche la date, c'est là que se positionnaient les blindés, les divisions blindées égyptiennes
le jour de Yom HaAtzmaut 1967, le 15 mai, et avec les grosses flèches noires, vous voyez leur avancée vers l'intérieur du Sinaï. Et il faut savoir que, bien sûr, le Sinaï était une zone où, là aussi, les blindés étaient interdits, puisque c'était une zone tampon entre l'Égypte et Israël après la guerre de 48. Et donc, non seulement ces troupes égyptiennes, ces divisions égyptiennes se dirigent vers Israël dans le Sinaï, mais en plus, elles ne le cachent pas, puisque Nasser, le président de la République égyptienne, dit qu'il part au secours de la Syrie qui avait été menacée par Israël. Rappelons-nous qu'un mois auparavant, Israël a riposté en Syrie, a abattu ses avions de chasse, et donc les Égyptiens disent « Nous venons au secours de la Syrie qui peut-être sera encore plus menacée dans l'avenir par Israël. » C'est pour ça qu'ils disent « les Égyptiens disent « Nous devons faire avancer nos blindés vers Israël pour leur montrer que si jamais ils pensent attaquer la Syrie, nous serons les premiers à réagir. » Et donc, après le 15 mai, vous avez le 16 mai, le lendemain, Israël tout de suite commence à appeler ses réservistes, les Milouïm. Mais Nasser sait qu'il peut avancer dans le Sinaï, mais à la frontière entre le Sinaï égyptien et Israël se trouvent des forces de l'ONU, puisque cette zone tampon était administrée par l'ONU. Donc, Nasser ne peut pas faire avancer les blindés égyptiens jusqu'à la frontière du Sinaï, puisqu'il y a de l'ONU. Que fait-il? Comment est-ce qu'on fait pour déloger des forces de l'ONU du territoire où ils se trouvent? Eh bien, on leur informe qu'ils doivent partir, tout simplement. Nasser dit à l'ONU qu'il exige de l'ONU de quitter la frontière, et le lendemain, les forces égyptiennes s'y installent sur la frontière israélo-égyptienne. L'ONU n'a pas trop demandé pourquoi elle devrait partir. Elle s'est tout simplement exécutée et a quitté les lieux pour laisser la place aux Égyptiens. C'est une chose qu'on connaît aujourd'hui au Liban et ailleurs. On sait très bien que les forces de l'ONU font leur travail, mais est-ce qu'on peut toujours être assuré de leur protection face à nos ennemis? Voilà un premier exemple assez peu convaincant. Donc, ça, c'est le 15 mai. Le 16 mai et le 19 mai, vous voyez la flèche tout en bas, le 19 mai, encore une troisième division égyptienne de blindés pénètre dans le Sinaï. Donc, 3 divisions du 15 au 19 mai se placent dans le Sinaï. Et au fur et à mesure que les jours passent, donc du 16 au 19, Israël appelle de plus en plus de réservistes. Jusqu'à ce que le 21 mai, donc à peine une semaine, même pas une semaine après Yom HaAtzmaut, après le début du déplacement des forces égyptiennes, tous les réservistes égyptiens sont déjà appelés. Donc imaginez que vous avez Israël qui est déjà en tension avec la Syrie, qui a déjà eu un combat avec la Syrie, et qui a maintenant l'Égypte qui a appelé tous ses réservistes et qui a déplacé 3 divisions à sa frontière dans le Sinaï. Ça, c'est la situation le 21 mai 67. Alors, que se passe-t-il ensuite? Nous parlons maintenant, donc, vous voyez ici 2 drapeaux, celui de la Syrie et celui de l'Égypte. Ce sont les 2 belligérants pour l'instant, enfin belligérants presque, jusqu'au moment où là, justement, on parle de belligérant lorsqu'il y a un casus belli. Et le casus belli, vous le voyez tout en bas, regardez mon curseur, je ne sais pas s'il est très visible. Vous voyez ici le détroit de Tiran, et on sait que c'est en fermant l'accès au détroit de Tiran qui donne sur la mer Rouge jusqu'à Eilat, c'est là que lorsque Nasser le ferme, que Israël, Lévi Eshkol, voit ceci comme un casus belli, comme une raison de partir en guerre. Et donc, la décision est prise de partir en guerre pour le 25 mai 67. Encore une fois, le 22, Nasser ferme le détroit de Tiran. Et donc, Israël décide que ça, on ne peut pas l'accepter. Fermer tous les accès maritimes d'Israël, l'accès maritime du sud d'Israël, déplacer toutes ces divisions dans le Sinaï à la frontière d'Israël, plus ce qui se passe en Syrie, il faut faire la guerre contre l'Égypte. Et la date
déclarée est celle du 25 mai. Alors, de quoi il s'agit? Pour l'instant, puisque l'Égypte se trouve au sud d'Israël, le programme d'Israël pour cette guerre à laquelle il se prépare parle uniquement de la conquête de la bande de Gaza, que vous voyez ici, la bande de Gaza, et le nord du Sinaï, donc cette partie-là. Vous voyez ici? Ça, c'était le programme d'Israël pour montrer aux Égyptiens que Israël ne se laisse pas faire et que nous conquérons quelques territoires s'il le faut. Le 23 mai, donc le lendemain de la décision d'Israël de se préparer à la guerre, vous voyez en bas la date du 23 mai et au-dessus les deux drapeaux, puisque les deux pays de l'Égypte et de la Syrie ont signé une coopération ce jour-là, sachant que si l'un est attaqué, le deuxième protégera son partenaire. Donc ça, c'est une première alliance entre deux pays contre Israël, parce qu'auparavant, il y avait la Syrie d'un côté qui faisait des histoires à Israël, de l'autre côté l'Égypte qui s'approchait, mais qui n'avait pas d'alliance formelle avec la Syrie contre Israël. Le 23 mai, après qu'Israël a appelé aussi ses réservistes, les deux pays se mettent ensemble pour attaquer Israël. Alors face à cela, Israël commence à réfléchir. Le 24 mai, le lendemain, on repousse du 25 au 27 mai cette guerre du côté israélien. Et en attendant, on arrive à ce 27 mai où l'Israël a dans un deuxième temps voulu faire la guerre, mais les États-Unis somment Israël de se retenir et d'essayer la voie diplomatique. Alors à ce moment-là, vous voyez une photo de Levi Eshkol avec le président américain. Bon, Levi Eshkol était bien sûr en Israël. Et donc, les Américains demandent à Israël de ne pas s'engager dans la guerre. Encore une fois, l'Égypte n'a tiré aucune balle. Il s'agit qu'Israël veut avoir de l'avance et faire une attaque préventive. Et les Américains ont bien compris cela et ils demandent à Israël de ne pas le faire, d'essayer la voie diplomatique et de patienter. Je dis patienter parce que c'est le nom qu'on donne à cette période de quelques jours qui précède la guerre des 6 jours. La Tkufat Hahamtana, la période d'attente, la période de patience, où on ne sait pas trop ce qui se passe. Les forces égyptiennes sont sur place, les forces israéliennes sont gonflées à bloc, tous les réservistes sont appelés, en Syrie également, et on attend. On attend quoi? Que peut-être la diplomatie joue, mais on sait très bien que ça ne va pas arriver. Et cette attente, ce n'est pas seulement que l'armée est sur le qui-vive, elle a aussi une grosse incidence sur la vie civile, puisque pendant qu'on attend que l'armée s'engage dans la guerre, en attendant, tous les hommes valides et prêts au combat sont sous les drapeaux. Et j'ai le souvenir d'un de mes rabbinim à la yeshiva, pas Elon Moré, où je n'ai pas étudié là-bas. Un de mes rabbins nous disait qu'enfant, il se souvenait de cette période avant la guerre des 6 jours, c'était une période sans hommes. C'est-à-dire quoi? Sans hommes, dans la rue, on ne voyait pas d'hommes. On voyait des enfants, on voyait des mères, on voyait des jeunes, des personnes âgées, mais d'hommes valides, on n'en voyait pas. D'hommes actifs, ils étaient tous à l'armée. Il se rappelait il habitait à Tel Aviv, ce rave qui m'enseignait à la yeshiva, et il disait que les rues de Tel Aviv étaient vides d'hommes adultes. Et donc, vous voyez ici des jeunes qui s'occupent de trier le courrier, qui travaillent à la poste. Vous avez ici une photo d'un arrêt de bus où il y a écrit Hakav Hufsak. La ligne est interrompue, il n'y a pas de chauffeur de bus. Vous voyez des restaurants qui sont fermés. Pourquoi est-ce que j'ai ces deux traits là qui cachent un peu tout? Et donc, c'est ça ce qu'on appelle la Tkufat Hamtana, la période d'attente. Le moral est très bas puisque tout le pays est paralysé. Et de ce que j'ai entendu de personnes qui ont vécu cette période en Israël, le moral était très très bas, les gens avaient très très peur. Ils savaient qu'Israël avait une armée efficace, mais beaucoup moins nombreuse que ses ennemis, qui sont en nombre. Et donc, ils avaient très peur.
Et on prépare les civils à la guerre. On raconte que les usines travaillent toute la nuit, les moulins travaillent toute la nuit pour qu'il y ait des provisions. Et le moral était si bas que vous voyez ici le 28 mai des photos qui nous montrent les jeunes Israéliens, puisque les adultes sont alarmés, attendent le feu vert pour entrer en campagne. Et vous voyez ici les jeunes Israéliens en train de creuser non pas des tranchées, mais des fosses communes. Voilà l'état d'esprit qui régnait en Israël à ce moment-là. On savait qu'il y aurait, on imaginait de très nombreuses victimes. Et donc, dans les villes, à Tel Aviv et ailleurs, on creuse tout simplement des fosses et également des tranchées et des abris. Et nous avons donc des jeunes qui remplacent, on l'a vu dans les bureaux de poste, dans les hôpitaux, dans les usines. Tout le monde est appelé à remplacer les hommes actifs. Et le 28 mai, vous voyez cette date ici, vous voyez en dessous le Premier ministre Lévi Eshkol. Lévi Eshkol donne un discours très, très célèbre à la nation. Et dans ce discours, il fait une grave erreur. Peut-être vous savez de quoi je vais parler. Dans ce discours, Lévi Eshkol, le Premier ministre d'Israël, d'un Israël qui est en tension ultime, il bégaye. Il bégaye dans son discours et ça donne un coup fatal au moral israélien. Les gens se disent, si même le Premier ministre n'est pas sûr de lui, vous voyez ce qui peut se jouer d'un simple discours. C'est rentré dans l'histoire, ce discours est rentré dans l'histoire comme le discours du bégaiement du Premier ministre, de l'hésitation. Et les gens se sont dit, même à la tête de l'État, on ne sait pas ce qui va se passer et on est craintif de notre avenir. Le lendemain, le 29 mai 1967, Nasser fait un discours. Voilà, Nasser sur un timbre et sur des caricatures. Et cette caricature, elle exprime le discours de Nasser ce jour-là, le 29 mai, où il dit clairement que son but est de ramener la situation au Proche-Orient comme avant 1948. Vous l'avez compris, ça veut dire jeter Israël à la mer. Effacer Israël de la carte, c'est le projet avoué, déclaré de Nasser, et dans ces mots, encore une fois, de ramener la situation à 1948 où Israël n'existait pas. C'est le 29. Nous parlions avant de l'alliance entre la Syrie et l'Égypte. Le 30 mai, nous avons un nouvel ami qui se joint à ce gentil groupe, à ce club, et c'est le roi de Jordanie. Et donc le 30 mai, une alliance jordano-égyptienne est établie. Alors non seulement la Jordanie, qui au départ ne pensait pas rentrer dans ce conflit, s'allie à l'Égypte, c'est-à-dire, encore une fois, cette alliance, ça veut dire que si l'un d'entre eux est attaqué, l'autre le défend. Si Israël attaque l'Égypte, la Jordanie va attaquer Israël. Si Israël attaque la Jordanie, l'Égypte attaquera Israël. Et donc, non seulement la Jordanie, qui est bien plus faible que l'Égypte, qui est la plus grande puissance arabe, non seulement la Jordanie fait une alliance avec l'Égypte, mais l'Égypte envoie des commandants égyptiens en Jordanie pour renforcer les troupes jordaniennes qui étaient, et on le savait, beaucoup plus faibles qu'Israël. Donc nous avons des officiers égyptiens sur le territoire jordanien qui sont expressément envoyés pour diriger le futur combat entre la Jordanie et Israël avec l'Égypte. Le programme étant le suivant, vous le voyez ici, vous voyez les villes que j'ai mis en couleur blanche. Vous avez Jérusalem, Beersheba et Élat. Le programme entre les Égyptiens et les Jordaniens, c'est que l'Égypte attaque Élat et le sud du Negev, puisque l'Égypte est au sud-ouest, et ensuite attaquera Beersheba avec les Jordaniens. C'est-à-dire, si vous regardez, ici vous voyez mon curseur, je vais même faire une flèche. Voici la flèche. L'Égypte attaque, et voilà la flèche. L'Égypte attaque Élat et le Negev et progresse vers le nord pour qu'une fois arrivés à Beersheba, eh bien, ils retrouveront les Jordaniens qui, en tenaille, vont se joindre à eux pour attaquer Beersheba avec les Égyptiens et comme ça prendre en tenaille Israël au sud du pays. Ça, c'était le programme de l'alliance jordano-égyptienne. En parallèle, il y a
du côté israélien un plan de conquête de la Cisjordanie, du Golan et de Jérusalem. Alors ça, il faut savoir que jusqu'au dernier moment, Israël ne pensait pas conquérir Jérusalem, certainement pas la vieille ville, et même la Judée et la Samarie et le Golan. Mais c'était le 31 mai, que, après avoir vu cette alliance entre la Jordanie et l'Égypte, Israël au moins travaille sur un programme, travaille sur un plan de conquête de la Cisjordanie et du Golan, et bien sûr de Jérusalem, au cas où. Ça, c'est le 31 mai. Maintenant, le mois de juin. La guerre va se dérouler au mois de juin et nous allons maintenant progresser. Le mois de juin, Israël décide d'attaquer. Le 2 juin, elle décide d'attaquer, mais pas avant le 5 juin. Alors, ça, c'est le 2. Le 3 juin, De Gaulle déclare l'embargo sur Israël. Donc, nous sommes maintenant en mauvaise position. Et si ça ne suffisait pas, les forces irakiennes à l'est du Jourdain, vous les voyez ici, le drapeau irakien, l'Irak envoie des forces jordaniennes sur le territoire jordanien. Donc vous avez maintenant, en plus de la Jordanie, des troupes irakiennes qui sont prêtes au combat et qui veulent donner renfort à la Jordanie. Alors maintenant, encore une fois, nous sommes dans ces jours de la Tkufat Hamtana, de la période d'attente. Et pendant cette période-là, je vous ai raconté le moral des Israéliens et de quelle manière tout le monde était mobilisé pour travailler et pour faire des tranchées, etc. Un autre exemple du moral israélien à cette époque, et ça je le tiens de celui qui était le rabbin, l'aumônier militaire de Jérusalem à l'époque de la guerre des 6 jours. J'ai eu la chance d'avoir comme Rosh Yeshiva celui qui à l'époque en 67 était le rabbin de la brigade de Jérusalem, et donc il était aux premières loges pour raconter, pour témoigner de ce qui se passait au niveau halachique et aussi au niveau militaire dans Jérusalem en 67. Et il nous a raconté, c'est un témoignage inédit, qu'il y avait une question, est-ce que les usines de Tnouva, les usines laitières de Tnouva, pouvaient, le Shabbat précédant la guerre des 6 jours, travailler, traire les vaches et livrer le lait dans le pays? Eh bien, sachez que ni plus ni moins que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, une des plus grandes autorités halachiques, a permis ce Shabbat-là, le Shabbat précédent, nous sommes dans ces jours-là, là nous sommes vraiment juste avant 67, juste avant la guerre, au début juin 67, la guerre a débuté un lundi, donc quelques jours auparavant, là vous voyez le 4 juin, le Shabbat, il a été autorisé par le Rav Auerbach de faire travailler les usines et de livrer du lait dans le pays. Et il a donné 2 raisons. La première raison qu'il a donnée, c'était parce qu'il y a une notion de pikuach nefesh, de sauvetage de vie humaine. Les enfants ont besoin de lait, les nourrissons ont besoin de lait. Et dans la situation dans laquelle se trouvait Israël, il était évident qu'il fallait autoriser aux usines laitières de livrer du lait pendant le Shabbat. Mais le Rav Auerbach a donné une deuxième raison. Il a dit, écoutez, moi j'habite à Jérusalem et j'ai vu cette semaine les gens, ça nous rappelle un petit peu le début de l'époque du Corona, les gens se jetaient sur les magasins, prendre des provisions dans la panique à manger et des produits, produits sanitaires. Et il avait dit même du papier toilette. Et les gens étaient dans une panique telle que j'ai compris qu'il fallait assurer aussi le moral. Le moral n'est pas moins important que la vie humaine, la vie physique. Et donc, s'il voit, le Rav Auerbach disait, estimait que si la population verrait que les camions de Tnouva, les camions laitiers circulent et font leur livraison et qu'on ne manque de rien, eh bien, ça améliorera le moral israélien. Et donc, il a permis pour cette raison de faire travailler et de livrer du lait et des produits laitiers pendant Shabbat. Regardez la sagesse d'un grand rave qui comprend comment renforcer le moral, même pendant Shabbat, même en faisant travailler pendant Shabbat. D'autant plus que le Shabbat précédent, il avait interdit aux soldats de Jérusalem, qui étaient aux premières loges face à la Jordanie, qui l'avaient interrogé, est-ce qu'on peut travailler un petit peu sur les barricades israéliennes à Jérusalem? Est-ce qu'on peut un peu les renforcer pendant le Shabbat? Parce qu'on a peur que à tout moment les Jordaniens viennent attaquer. Eh bien, le Rav Auerbach, la semaine précédente, n'avait pas autorisé pendant le Shabbat à fortifier les barricades israéliennes à Jérusalem, estimant qu'on est suffisamment protégé.
Et donc, une semaine auparavant, il ne permet pas de fortifier des barricades militaires. Et la semaine suivante, il permet une simple livraison civile de lait pour la population. Donc, cela nous montre bien comment le moral israélien était vraiment au ras des pâquerettes à la veille de la guerre des 6 jours. Un autre exemple également, je le tiens aussi du même Rav qui était le rabbin de la brigade de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Le grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren à cette époque, avait eu une décision particulière. Il y avait eu juste avant la guerre une distribution de masques à gaz, craignant qu'il y ait une attaque chimique. Et donc, il y avait une distribution et des soldats étaient mandatés pour circuler dans les quartiers de Jérusalem et pour dire à tout le monde, fournissez-vous en masques à gaz et il faudra les mettre aux heures dites, etc. Et lorsque le Rav Shlomo Goren, grand rabbin de Tzahal, futur grand rabbin d'Israël, apprend que les émissaires militaires se rendent à Mea Shearim, dans les quartiers ultra-orthodoxes, pour dire à tout le monde de mettre les masques à gaz et même de raser les barbes pour que les masques soient efficaces, le Rav Goren dit sortez de Mea Shearim. Si vous leur dites de raser les barbes, ça va leur saper le moral encore plus que la crainte des gaz chimiques. Ça, c'est un enseignement que je tiens directement du second du Rav Goren, du grand rabbin de Tzahal, qui a témoigné qu'effectivement le Rav Goren a dit n'écoutez pas les ordres d'aller à Mea Shearim, raser les barbes des chassidim, ce sera encore plus dangereux pour le moral que la crainte d'une attaque chimique. Voilà où on en était. Voilà, nous sommes déjà une bonne quarantaine de minutes après le début de notre exposé. Et donc, j'avance. Et nous arrivons au premier jour de la guerre. Alors, le premier jour de la guerre, vous le savez, c'est tout d'abord l'attaque préventive d'Israël face à l'Égypte. Et Israël, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez ici donc, les flèches qui représentent les raids israéliens sur l'Égypte. Israël, à l'aube du 5 juin 67, écrase, élimine pratiquement toute la force aérienne égyptienne qui était la principale arme redoutable de l'Égypte face à Israël. Pendant ce moment-là, voilà le journal de ce même jour. Nous sommes donc le 5 juin 1967. 120 avions égyptiens sont éliminés. Et vous voyez au-dessus de ce numéro du Ma'ariv, à gauche, Otsa'a Shlishit, 3e édition. Alors ça, on le sait, pendant la guerre des 6 jours, chaque jour des 6 jours, les journaux israéliens avaient 1, 2, 3, 4, 5 éditions parce que les nouvelles allaient si rapidement qu'il fallait réimprimer un nouveau journal au fil de la journée. Donc là, vous avez le premier jour seulement de la guerre des 6 jours, vous avez déjà une 3e édition du numéro de ce jour-là de Ma'ariv qui annonce la destruction de la force aérienne israélienne. Ça, c'est pour le sud. Ensuite, cela a permis aux forces blindées de pénétrer dans le Sinaï. Vous voyez ici les flèches, on ne va pas s'attarder là-dessus, et d'arriver jusqu'au canal de Suez, donc à l'ouest, à gauche, sur cette carte. Pendant ce moment-là, il y a un autre front, et c'est le front de la Jordanie. Attendez un instant, j'ai oublié de fermer la clé et voilà mon fils qui est arrivé. Voilà, vous m'excuserez. Et nous reprenons donc, et nous avons ici donc le front de jordanien. Vous voyez le drapeau jordanien sur tout ce qui représente la Judée et la Samarie, une région montagneuse. On voit le relief sur cette carte. Et cette carte, elle est bien parce qu'elle vous montre les distances entre les villes israéliennes et la Jordanie. Vous voyez que, par exemple, Hadera, c'est 18 km de Jenin. Netanya, qu'on connaît bien, 15 km de Toul-Karem. Kfar Saba, 14 km de Kalkilia, c'est rien du tout. Tel Aviv, 20 km de la frontière avec la Jordanie. Et
le coup d'envoi du conflit avec la Jordanie, c'est lorsque le jour même où Nasser, le président israélien, a vu son aviation décimée, il appelle son camarade, le roi Hussein de Jordanie. Vous voyez ici à gauche une image un peu caricaturale. Et il lui dit, voilà, on nous a attaqués, mais ne crains rien, nous allons les abattre. Il lui a menti, il lui a omis ce détail qu'Israël avait déjà abattu toute l'aviation égyptienne. Et donc, il y a ce fameux téléphone de Nasser à Hussein de Jordanie. Et la Jordanie, comme c'était l'alliance, vous avez été attaqué, vous l'Égypte, nous entrons en guerre contre Israël. Et dans la matinée de ce même premier jour de la guerre des 6 jours, la Jordanie bombarde Jérusalem. Vous voyez ici un signe comme ça d'explosion. La vallée de Beth-Shean, c'est ici. Vous voyez mon curseur ici. La vallée de Beth-Shean. La région du Sharon, donc Kfar Saba, Natania, etc., depuis Kalkilia. Et la région de Tel Aviv. Donc ça, ce sont les frappes jordaniennes le premier jour, plus une frappe de la Syrie vers Haïfa au nord que vous voyez ici. La grande flèche rouge, elle symbolise la frappe syrienne vers Haïfa le premier jour, la première matinée de la guerre des 6 jours. Alors Israël voit qu'après avoir combattu dans le Sinaï déjà dès le départ, ils sont maintenant attaqués sur les autres fronts, sur le front central par la Jordanie et sur le front nord par la Syrie. Que fait Israël? Israël, pardon, ça c'est Jérusalem. Israël décide de déplacer ses forces qui étaient au nord du pays. Parce que rappelons-nous qu'avant la guerre, la première crainte que nous avons, c'était la Syrie qui avait déjà eu un combat avec Israël au mois d'avril, rappelons-nous. Et donc, il y avait des forces importantes israéliennes dans le nord du pays. Et l'ordre est donné, face à ce qu'a commis la Jordanie, l'ordre est donné de faire déplacer les forces israéliennes qui sont au nord vers le sud, c'est-à-dire vers la Samarie, vers la région de Jenin, de Naplouse, Shrem, etc. Et donc, les blindés traversent à ce moment-là, arrivent à la frontière jordanienne par le nord. Regardez mon curseur, c'est ici. Vous le voyez? Et ils pénètrent en fin de journée en direction de Jenin, donc une première percée israélienne depuis le nord vers la Samarie, vers la ville de Jenin. La nuit est passée. Alors voilà ici comment disons, l'édit de Tsahal dans lequel l'ordre est donné. C'est historique, c'est le document historique qui annonce que Tsahal va conquérir toute la Cisjordanie et se déplacer jusqu'au Jourdain. Et voilà donc, vous avez ici, ça c'est le général Peled qui était au nord, il s'est déplacé vers le sud, vers Jenin, voilà Jenin, qui pénètre dedans et qui continue ensuite. Ça c'est donc la nuit du lundi, du premier jour, ils sont mis dans la région de Jenin. Et le lendemain, au matin, Israël entreprend son attaque de la Samarie. Et vous le voyez ici, commence à rentrer en territoire, va à Jenin. Vous voyez l'étoile bleue. L'étoile bleue, elle symbolise la victoire israélienne sur la ville de Jenin. Jenin est entre nos mains dès le matin du deuxième jour, le 6 mai 67. Elle se rend à 13h. Et Gaza, en même temps aussi, est conquise par les forces israéliennes qui sont au sud. Donc, le deuxième jour de la guerre, après la frappe préventive d'Israël dans le Sinaï, nous avons Gaza et la ville de Jenin, le nord de la Samarie, qui sont entre les mains d'Israël. Toujours dans la même journée, Israël continue. Vous voyez des flèches, pas que du sud, mais aussi depuis la région de Natania et de Herzliya, ici à gauche. Vous voyez des flèches qui pénètrent de gauche à droite vers Israël, vers la Cisjordanie, vers la Jordanie de l'époque. Ça, c'est Israël qui, non seulement par le front nord de la Samarie, mais aussi par le centre, par la région de Kfar Sava, de Herzliya et de Netanya, pénètre dans la Jordanie et conquiert aussi la ville de Kalkilia sans aucun combat. Pendant ce temps-là, les Syriens, voilà la prise de Jenin, le deuxième jour. Tsahal fait déjà un rang d'honneur devant la police qu'on voit en arrière-plan, la police de Jenin. Et
Israël, maintenant, a le nord de la Samarie et l'ouest. Pendant ce temps-là, les Syriens continuent de bombarder Haïfa, de bombarder les abords du lac de Tibériade, à un tel point, et la Galilée. La Galilée, pendant ce temps-là, le deuxième jour, subit des frappes en provenance de la Syrie. Juste pour vous donner une idée, la ville de Rosh Pina, près de Tzfat, près de Safed, prend 1000 obus en une journée. 1000 obus syriens s'abattent sur la ville de Rosh Pina pendant le deuxième jour de la guerre des 6 jours. Il n'y a pas un seul bâtiment dans la ville de Rosh Pina qui n'est pas touché. Donc vous voyez l'ampleur de la frappe syrienne contre Israël dans la Galilée. En 40 minutes, 1000 obus sur la ville de Rosh Pina. En fin de journée, toutefois, Israël continue sa course dans la Samarie et commence à encercler la ville de Jérusalem. Voilà encore Ma'ariv, ça c'est le deuxième jour. Et donc il est écrit en grand titre, Latroun, Jenin et Tcherjarar, qui est autour de la vieille ville, sont entre les mains de Tzahal. Voilà Tzahal qui est à Latroun. Latroun, vous savez, c'est la route, c'est au milieu de la route entre Israël, entre Tel Aviv et Jérusalem. Jenin, c'est au nord, c'est l'accès nord de Jérusalem. Après, il y a Jenin, il y a Shrem, Naplouse, puis Ramallah. Et Tcherjarar, c'est vraiment le nord immédiat de la vieille ville de Jérusalem. Tout ça est entre les mains de Tzahal. Donc, en fin de journée de la deuxième journée de combat, Jérusalem est encerclée, Ramallah est déjà attaquée, et la Jordanie ordonne déjà le retrait de ses forces de l'ensemble de la Cisjordanie, de la Judée et de la Samarie. C'est-à-dire que dès le deuxième jour, après qu'Israël a conquis le nord et l'ouest de la Samarie et est arrivé aux abords de Jérusalem, la Jordanie comprend déjà que tout est déjà compromis et ordonne dès le deuxième jour le retrait de ses forces de la Cisjordanie et qu'elle traverse le Jourdain vers ce qu'on appelle la Transjordanie, vers Ever Yarden, vers la Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. Voilà encore la deuxième édition du Ma'ariv du 6 juin 67. Je traduis, la vieille ville est encerclée de tous les côtés. Et donc, nous sommes maintenant dans l'attente. Est-ce que nous allons pénétrer dans la vieille ville de Jérusalem? Parce que protéger Jérusalem en l'encerclant, c'est une chose. Nous protégeons Jérusalem des attaques jordaniennes. Mais est-ce que nous allons aussi pénétrer et conquérir dans la vieille ville? Voilà donc les forces israéliennes sur le mont des Oliviers, prêtes, si on leur donne le feu vert, à attaquer la vieille ville. Et maintenant, nous sommes toujours le mardi. Voilà, s'ils passent dans le front sud, Tzahal a conquis la ville de Gaza. Voilà ici une carte de la vieille ville de Jérusalem, avec Harat Sophim, une enclave israélienne en plein territoire jordanien à côté, à droite de la vieille ville. Il faut savoir que Harat Sophim était aussi une des grandes peurs israéliennes. Mon Rosh Shiva, qui encore une fois était le rabbin de la brigade militaire de Jérusalem, nous avait raconté qu'à Harat Sophim, on creusait des fosses communes parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de morts sur place. Eh bien, sachez que Harat Sophim, qui pourtant était vraiment la moins bien placée, puisqu'elle était entourée d'emblée par des forces ennemies, il n'y a pas eu un seul mort à Harat Sophim. Pas un seul mort à Harat Sophim pendant le combat pour sa libération. Vous voyez le tournant extraordinaire de cette guerre. L'un des endroits à Jérusalem, où on craignait le plus, on pensait qu'on perdrait Harat Sophim et qu'on perdrait beaucoup de vies. Personne n'a péri à Harat Sophim. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Alors, donc, ça c'est donc la fin du deuxième jour, nous avons encerclé Jérusalem. Vous voyez ici les frappes syriennes sur la Galilée, mais regardez plutôt à droite. À droite, vous voyez en bas l'avancée d'Israël, vous voyez les drapeaux israéliens, vous voyez les drapeaux israéliens, ce sont les villes qui sont déjà conquises par Israël, Jenin, Kalkilia, Tulkarem, et en bas, autour de Jérusalem, vous avez au centre de la Cisjordanie 2 étoiles bleues. Ce sont les combats maintenant
que livre Israël à la Jordanie, à Ramallah et bien sûr à Jérusalem. Alors, nous arrivons maintenant au troisième jour de la guerre des 6 jours. Un instant, on envoie un message. Le nom du rabbin. Le rabbin duquel j'ai plusieurs détails inédits sur la guerre des 6 jours s'appelle le Rav Avidan, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sha'alvim, où j'ai étudié il y a une petite vingtaine d'années, et qui était donc le rabbin militaire, l'aumônier militaire de la brigade de Jérusalem, le Rav Avidan, qui habite à Jérusalem, qui a 82 ans, 3 ans, et qui habite à Arnof, et qui est un témoin direct de ce qui s'est passé au cœur des combats pour la libération de Jérusalem. Le Rav Avidan. Alors, le troisième jour, vous voyez ici ce qu'Israël va faire dans le nord de la Samarie. Je laisse Jérusalem encore en suspense. Regardez cette carte de la Samarie. Vous voyez encore une fois les drapeaux israéliens, c'est ce qui est déjà entre nos mains. Et les étoiles bleues, ce sont les combats qu'Israël livre ce jour-là. Vous avez la ville de Toubas en contrebas de Jenin, à droite, et en dessous, vous avez 2 étoiles qui entourent la ville de Naplouse, la ville de Shrem. Donc, c'est là où se trouve Elon Moreh. Voilà les photos que vous avez. Les photos sont prises depuis Elon Moreh. Vous avez à gauche une photo depuis Elon Moreh sur la ville de Shrem. Ceux qui ont fait la visite à Elon Moreh connaissent bien cette vue. Je sais qu'il y en a ici parmi nous. Vous voyez les monts Garizim et le mont Ebal qui surplombent la ville de Shrem devant vous. Et en bas, toute la vallée qui est à l'est de la ville de Shrem de Naplouse. Et en bas, vous avez un grand panorama sur le nord de la Samarie. Donc, les forces israéliennes, si je suis maintenant Elon Moreh en bas, j'ai la vue plein nord et les forces israéliennes venaient depuis le nord, donc depuis les collines qu'on voit à l'horizon dans la photo du bas. Et comme vous voyez sur la carte, les forces progressent depuis le nord vers le sud, depuis Jenin vers Toubas, qui est au nord d'Elon Moreh, et ensuite vers la ville de Naplouse, au sud d'Elon Moreh. Alors, vous le voyez ici, Israël a fait le choix la ville de Naplouse est une des plus grandes villes arabes de la région. Donc, Israël veut aussi la prendre en tenaille, d'un côté ici par l'est et de l'autre côté par l'ouest. Et donc, ce troisième jour, le 7 juin 67, voilà les forces israéliennes qui avancent vers le sud et se divisent en 2 parties. Une partie va attaquer la ville de Shrem depuis l'est, cette vallée que vous voyez ici, et l'autre va venir par la gauche, par l'ouest, entre les 2 montagnes, du mont Garizim et du mont Ebal que vous voyez en bas. Voilà, regardez en bas la carte sur la gauche. Vous voyez la ville de Shrem, Naplouse en hébreu, Elon Moreh aujourd'hui à droite. Et donc Israël arrive par ici et en même temps par ici. Alors, pendant que le matin de ce troisième jour, Israël libère la ville de Jérusalem, en à peine une demi-heure, Tsahal pénètre au même moment dans la ville de Shrem, dans la ville de Naplouse par l'est, d'accord, donc par ici. Et à l'ouest arrivent des blindés pour encercler la ville de Shrem. Et eux viennent entre les montagnes qui surplombent la ville de Shrem et donc sont un peu pris au piège par des forces jordaniennes qui sont sur ces montagnes et qui surplombent les forces israéliennes. En revanche, lorsque Israël pénètre par l'est dans la vallée, que vous voyez ici en haut à droite, pénètre vers la ville de Shrem, dans la ville de Naplouse, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lorsque les forces israéliennes pénètrent dans la ville de Naplouse, qui est-ce qui les accueille? Les dignitaires de la ville de Shrem. Les dignitaires de la ville de Naplouse sortent à la rencontre des jeeps israéliennes que vous voyez sur cette photo originale. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un très, très lourd malentendu. Rappelez-vous, nous avions montré que juste avant le début de la guerre, des forces irakiennes s'étaient placées dans la Cisjordanie pour aider la Jordanie. Des forces irakiennes avaient traversé la Jordanie, traversé le Jourdain et s'étaient mis dans la Samarie, dans la Cisjordanie pour prêter renfort à la Jordanie. Et les dignitaires de la ville de Naplouse, sachant qu'Israël commence à prendre du terrain, a conquéri Jenin, a conquéri Gaza, a conquéri le Sinaï, a conquis la ville de Tulkarem, de Kalkilia, attaque déjà Ramallah, se trouve à Jérusalem, se disent ils vont aussi nous attaquer, ça va arriver très bientôt. Maintenant, ils se disent Israël vient d'où? Israël vient du sud, vient du nord ou vient de l'ouest, puisque la ville de Naplouse est à l'est de Tel Aviv. Et donc, jamais ils ne pensaient qu'Israël, les troupes israéliennes viendraient de l'est. Vous voyez?
Israël, la ville de Naplouse, elle est ici. Elle est ici, vous voyez mon curseur qui bouge. Donc les Israéliens viennent soit du nord, soit de l'ouest, soit du sud, mais pas de l'est. De l'est, ce sont soit des Jordaniens, soit les Irakiens. Et donc ce malentendu, ce triste malentendu pour les habitants de Naplouse, c'est qu'ils pensaient que ces Djibs, ce sont les Irakiens qui viennent leur prêter main forte avant que les Israéliens arrivent par le nord, par le sud ou par l'ouest. Eh bien, c'est un grand malentendu. Et très vite, lorsque le bouquet de fleurs qui est apporté aux soldats de Tsahal sur sa Jeep par un jeune arabe de Naplouse lui est tendu, eh bien, ce jeune arabe monte sur la Jeep, donne un bouquet de fleurs. Ce sont des témoignages véridiques. Donne un bouquet de fleurs aux soldats de Tsahal qui vient les attaquer. Et à ce moment-là, il voit les inscriptions en hébreu, il entend l'hébreu, il comprend que quelque chose ne va pas. Il descend et il dit Yahoud, Yahoud, et c'est là que commencent à pleurer commencent les tirs à tomber sur les forces israéliennes. Tout le monde a compris qu'il y a eu un grand malentendu. Les Arabes de la ville, les dignitaires arabes de la ville de Naplouse rentrent très vite chez eux. Israël comprend, ils ont eu un petit avantage pour leur entrée dans la ville, mais que ça a été de courte durée. Et le combat est mené dans la ville de Naplouse. Il faut savoir que dans la ville de Naplouse, il a fallu avoir des renforts aériens pour sauver Tsahal. Il y a eu des pertes, parce qu'encore une fois, Naplouse est surplombée de deux grandes montagnes, le mont Garizim et le mont Ebal. Et donc, les forces jordaniennes avaient un avantage sur Israël qui était dans la route en bas entre ces deux montagnes. Donc, la force aérienne est venue prêter renfort à Israël. Malheureusement, il y a eu des tirs de la force aérienne israélienne, des avions israéliens qui ont aussi touché nos forces terrestres. Vous voyez ici une photo d'époque. Ça, ce sont des jeeps israéliennes et un blindé israélien aux alentours de la ville de Shrem, de la ville de Naplouse, qui ont déclenché une grenade colorante. C'est une grenade qui émet, qui diffuse un nuage coloré pour que les avions puissent reconnaître nos forces. Et malheureusement, malgré cela, Israël avait demandé à ce que les avions viennent prêter main forte aux fantassins et aux blindés, mais il y a eu des tirs aériens qui ont touché bien sûr les Jordaniens, mais qui ont aussi touché nos forces malheureusement. Il y a même eu des pertes de nos propres tirs. Ça, c'est pour l'anecdote. Ce qu'on appelle des pertes collatérales. Pendant ce temps-là, Israël continue. La ville de Naplouse est conquise. Le lendemain, je saute un petit peu, vous voyez en bas à droite, ce sont les soldats israéliens qui vont dans la ville de Naplouse. On voit en arrière-plan la montagne derrière. Encore une fois, Naplouse est entre deux montagnes. Et donc, ce sont les officiers de Tsahal qui vont recevoir la lettre de reddition du maire de la ville de Naplouse. Ce sera le lendemain. Mais juste pour vous signaler la victoire d'Israël à Naplouse, malgré un combat difficile. Voilà ici les Israéliens, les blindés et les fantassins qui progressent dans la Judée et la Samarie. Vous voyez tous les drapeaux israéliens dans les villes qui ont été conquises. Nous sommes toujours le troisième jour. Jenin, Naplouse du nord au sud, Tulkarem et Kalkilia, Ramallah, Jéricho, puisque après avoir conquis Naplouse et Ramallah, qui est juste au nord de Jérusalem, les troupes israéliennes vont vers l'est, vers la ville de Jéricho, jusqu'au Jourdain, et vers le sud, vers Bethléem, et ensuite ce sera Hebron, mais nous n'y sommes pas encore. Vous voyez que Hebron, tout au sud, n'a pas encore de drapeau israélien. Vous voyez ici le drapeau israélien sur la ville de Jérusalem. On n'a pas parlé de la libération de Jérusalem, on s'est concentré sur la ville de Naplouse. Nous sommes déjà après 1 heure d'exposé, nous approchons de la fin. Et donc, ce même troisième jour de la guerre, vous avez Naplouse, Ramallah et Jérusalem qui est attaqué. Alors, Jérusalem, vous connaissez l'histoire, il y a eu beaucoup d'interventions sur ce sujet. Je vais juste vous livrer quelques anecdotes que j'ai reçues de ces personnes que j'ai côtoyées. Une anecdote parmi d'autres. Il faut savoir que Jérusalem, comme à la frontière syrienne ou à la frontière du Sinaï, était sur la frontière jordanienne, et donc il y avait par les accords de cessez-le-feu une interdiction d'avoir des blindés
à Jérusalem. Et donc, on avait très peur pour Jérusalem, puisque s'il y avait une attaque, alors Jérusalem aurait peu d'armement pour contrer cette attaque. Alors, première anecdote, il y avait dans un camp militaire à Jérusalem quelques tanks déguisés en jeep ou en camion militaire. Ça, c'est un secret qui se disait dans Tsahal, et c'était vrai. Il y avait quelques blindés dans Jérusalem qui étaient déguisés en camions militaires si jamais des forces de l'ONU venaient pour inspecter les lieux. Deuxième chose, le Shabbat précédent la guerre des 6 jours, que je vous ai déjà évoqué, avec la permission, l'autorisation du Rav Auerbach de faire circuler les camions laitiers, de faire les provisions pour que les gens aient confiance. Ce même Shabbat, Yitzhak Rabin, chef d'état-major, arrive dans la brigade de Jérusalem, et ça je l'ai du témoignage donc, de mon rabbin, de mon Rosh Yeshiva, et il vient pour me voir l'état des lieux, et les officiers de la brigade de Jérusalem, qui sont ceux qui ont pour mission de protéger Jérusalem face aux Jordaniens dans la guerre imminente, disent à Yitzhak Rabin, écoutez, nous n'avons pas assez de renforts, nous n'avons pas assez d'armement, nous n'avons pas assez de protection, de barricades, il nous faut des renforts, il nous faut des troupes, il nous faut de l'armement, etc. Et Rabin, ce Shabbat qui précède la guerre des 6 jours, leur dit, débrouillez-vous, je n'ai rien à vous envoyer, je ne peux pas. Toutes les forces sont mobilisées dans le sud avec l'Égypte, dans le nord avec la Syrie, dans le nord de la Samarie contre la Jordanie, et je ne peux rien vous envoyer en renfort. Et donc voilà la situation dans la brigade de Jérusalem. On est presque livré au combat sans avoir suffisamment d'effectifs. Mais, troisième anecdote, la guerre, le combat contre Jérusalem a commencé par une frappe, par une attaque jordanienne. Où ça? À Armon HaNatziv. Armon HaNatziv, vous connaissez, c'est vers Talpiot d'aujourd'hui. Et c'est un territoire qui est qui est administré par l'ONU. L'ONU a quitté les lieux et la Jordanie attaque et prend Armon HaNatziv, donc le sud-est de Jérusalem. Mais comment est-ce qu'ils le font? Mon Rosh Yeshiva, qui était rabbin de la brigade de Jérusalem, nous a dit qu'il connaissait par cœur l'effectif de la brigade de Jérusalem, puisqu'il devait donner aussi des décisions à l'Achik, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et il nous a dit, écoutez bien, si les Jordaniens avaient conquis Armon HaNatziv avec des blindés, en 20 minutes, ils seraient arrivés à la Knesset, auraient mis le drapeau jordanien sur le toit de la Knesset. Il n'y avait aucune chance, nous dit-il, témoignage direct, aucune chance qu'on fasse tête à des blindés jordaniens si c'était avec des blindés qui pénétreraient dans la ville de Jérusalem. En 20 minutes, ils seraient sur la Knesset, plus d'Israël, plus de capitale d'Israël. Mais, c'est là la troisième anecdote que je vous disais, les Jordaniens, lorsqu'ils ont attaqué Armon HaNatziv, ils l'ont fait avec des jeeps, de simples jeeps militaires, ni blindés, ni cuirassés, ni armes lourdes. Ils ont attaqué Jérusalem, ils ont commencé l'attaque de Jérusalem, les Jordaniens, avec de simples jeeps. Et donc, Israël a réussi à repousser les Jordaniens de Armon HaNatziv, non seulement à les repousser, mais à aller plus vers le sud, et très rapidement, vous le voyez sur cette carte, de Jérusalem, du sud de Jérusalem, à aller vers Bethléem et vers le Gush Etzion. Voilà pourquoi, dès le troisième jour, dès l'attaque de Jérusalem, très rapidement, les soldats israéliens ont repoussé au sud de Jérusalem les Jordaniens, parce que le miracle est, ou alors l'extrême idiotie des officiers jordaniens, qu'ils ont ils ont ouvert le combat contre Jérusalem avec de simples jeeps. Et donc Israël, après avoir conquis Ramallah, conquis Bethléem, et pendant que Bethléem et Jéricho ensuite, à l'est de Jérusalem, sont conquis par Tsahal, au même moment se déroule le combat dans la vieille ville de Jérusalem. Donc ça, vous connaissez tous. Vous allez me dire, les parachutistes qui vont sur le mont du Temple et sur le Kotel, ce n'est pas très exact. D'abord, la brigade de Jérusalem que nous avons plusieurs fois citée, c'est elle qui est la première à pénétrer dans la vieille ville, qui a fait le plus gros des combats. Et à la fin, finalement, toute la gloire est retombée sur les parachutistes qui ont eu l'ordre, eux, de prendre le mont du Temple et le Kotel et le mur occidental. Et donc à ce moment-là, en fin de troisième jour de combat,
presque toute la Cisjordanie est entre les mains d'Israël. La majorité des villes de Cisjordanie, pas encore la ville de Hebron par exemple, mais la majorité des villes sont déjà prises. Sachez que déjà le même jour, les Israéliens préparent l'arrivée, non pas des pèlerins juifs qui vont aller au Kotel, le même jour de la libération de Jérusalem, on prépare déjà des panneaux indicateurs en anglais pour des pèlerins chrétiens qui voudraient se rendre dans les églises de la vieille ville. Le jour de la libération de Jérusalem, c'était ça le souci des forces israéliennes, de faire de Jérusalem une ville ouverte à tous les croyants. Vous voyez la grandeur d'âme des officiers israéliens qui, encore en plein combat, les premiers ordres après que le feu s'est un peu calmé, c'était de préparer déjà l'accès non seulement aux lieux juifs, mais aux lieux saints du christianisme. Le jour même également, un nouveau couplet est rédigé pour Yerushalayim Shel Zahav par son auteur Naomi Shemer. Et donc, c'est l'euphorie. Jérusalem est conquise. Elle va redevenir une ville ouverte pour tous les croyants. Et le soir, il y a un cessez-le-feu déjà jordanien. La Jordanie a compris qu'elle n'a aucune chance. Et pendant que les Égyptiens sont encore en guerre contre Israël, le troisième jour, après la conquête totale quasiment de la Cisjordanie, la Jordanie signe le cessez-le-feu avec Israël. Voilà les journaux de ce jour, du troisième jour de la guerre. Ramallah est entre nos mains. Vous voyez ici, il y a écrit édition de 12h30. Il y a une édition du matin, une édition de la fin de la matinée, une édition de midi, une édition de l'après-midi. Voilà, c'est celle de 12h30. On voit qu'Israël a conquis presque tout le Sinaï. Ils sont à 30 km du canal de Suez. On annonce déjà que le roi de Jordanie veut faire un cessez-le-feu. Voilà les soldats qui rentrent dans la porte des lions. Maintenant, c'est une édition 1 heure plus tard. L'édition précédente que nous avons vue du journal était de 12h30. Voilà l'édition de 13h30. Chaque heure, un nouveau journal est imprimé. Yerushalayim, la vieille ville de Jérusalem et la ville de Shrem de Naplouse ont été conquises par Tsahal. Voilà le grand titre. Noté par ailleurs, et ça je le dis parce que je représente la Yeshiva d'Elon Moreh qui est à côté de Shrem de Naplouse. Le grand titre de Maariv ce jour-là, c'est Jérusalem et Shrem et Naplouse ont été conquises par Tsahal. Donc, vous voyez l'importance aussi qu'il livre à la conquête de Shrem. Et voilà une édition supplémentaire à 16h30 qui annonce que le drapeau israélien se trouve sur le mont du Temple, que nos soldats sont arrivés au Kotel HaMaaravi, que le grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren, a sonné du shofar, et bien sûr la description des pleurs des soldats d'Israël sur les pierres du Kotel. Voilà les soldats qui placent le drapeau d'Israël sur la muraille du Harabaït, du mont du Temple. Ça, c'est une photo moins connue, vous me direz peut-être pour cause. Des soldats israéliens triomphant avant de descendre au Kotel, triomphant sur le mont du Temple, au pied de la mosquée. Voilà, c'est une photo qu'on ne montre pas trop, peut-être pour ne pas trop éveiller certains sentiments chez nos voisins. Et voilà le Rav Goren qui est sur l'esplanade, sur le couloir du Kotel avec les soldats qui peuvent, après 2000 ans, célébrer le fait qu'Israël, la célèbre photo, Israël retrouve sa souveraineté sur son lieu le plus saint, sur le centre d'Israël, le centre du monde. Pour l'anecdote, ces 3 personnes, je les ai aussi rencontrées et je leur ai fait signer cette photo en autographe pour mes enfants. On a cette photo à la maison, signée en autographe, avec le nom de mes enfants et les signatures de ces 3 soldats légendaires. Et voilà la photo où on me demandait qui était ce Rav, d'où j'ai toutes ces anecdotes, sur les détails, sur des choses inédites qui se sont passées pendant la guerre. C'est ce Rav, ça c'est le Rav Avidan, beaucoup plus jeune que quand je l'ai connu, qui était mon Rosh Yeshiva. C'était le Rav de la brigade de Jérusalem. Et comme le Kotel était devenu un territoire militaire, puisque ce sont les soldats qui l'ont libéré, et qu'il n'y avait pas encore d'accès pour les civils, donc jusqu'à après la guerre, quelques jours après la guerre, le Kotel était un terrain militaire. Elle est une zone militaire et donc administrée par l'armée.
Et donc, tout ce qui a trait au culte, au religieux, est administré par l'aumônier religieux de Jérusalem. Et donc, ce rave, qui était l'aumônier, qui avait juste pour fonction de veiller au bien-être des besoins relatifs aux religieux à Jérusalem, est devenu le rave du Kotel. Et là aussi, il y a une autre anecdote. Ce rave, le rave Avidan, avait quitté sa maison le matin du 3e jour de la guerre, lorsque les combats se sont déroulés dans la vieille ville. Et donc, il avait quitté sa femme, et c'était le matin. La conquête de la vieille ville s'est déroulée vers 9h30, 10h. Et passé quelques heures, sa femme commence à s'impatienter. La femme du rave de la brigade de Jérusalem n'a pas de nouvelles de son mari. Il n'y a pas de radio, enfin, il y a peu de radio, il n'y a pas de télévision, pas d'internet évidemment. Et vers midi, il nous l'a raconté, vers midi, la femme du rabbin de la brigade de Jérusalem, la femme du Rav Avidan, appelle son bureau, le bureau de l'aumônerie militaire. Et suspense, qui se faisait, j'ai deux messages. Et ce rabbin, le rabbin Avidan, est dans la vieille ville, après les combats. Et donc sa femme appelle son bureau et elle demande à la secrétaire, dites-moi, mon mari, le rabbin Avidan, a quitté ce matin, il est l'aumônier militaire de la brigade de Jérusalem, on entend plein de combats, on entend des coups de feu depuis notre quartier, qu'est-ce qui se passe dans la vieille ville? Il est déjà midi, je n'ai pas de nouvelles. Et le secrétaire dit à la femme du rabbin, mais enfin madame, votre mari vient de devenir le premier rave du Kotel après 2000 ans. Et là, elle est totalement époustouflée, parce qu'il ne savait pas encore que Tsahal avait libéré la vieille ville, certainement pas le mont du Temple, ni le Kotel. Et là, d'un coup, elle apprend, votre mari est devenu le premier rabbin du Kotel, parce que c'est lui qui est responsable de la ville de Jérusalem. Et vous le voyez là, apportant un Sefer Torah, le premier Aaron Kodesh, le premier Echal qui a été disposé au Kotel, c'est lui qui l'a apporté avec le Sefer Torah. Et c'est un document d'archives qui montre les premiers instants au Kotel. Voilà pour l'anecdote. Voilà une édition supplémentaire, toujours du même journal, du même Maariv, à 17h30, je crois que c'est la 4e, la 5e édition, je n'ai plus compté, où ils annoncent que Sharm el-Sheikh, donc la pointe sud du Sinaï, est entre les mains de Tsahal. Ramallah est aussi entre les mains de Tsahal. Bethléem, voici les soldats israéliens qui arrivent dans Bethléem. Vous voyez en haut l'écriteau, le panneau qui annonce la bienvenue à Bethléem pour les pèlerins, avec les drapeaux jordaniens flanqués sur les deux côtés de ce passage. Et quelques jours après, voici le même, mais avec l'inscription en hébreu, Bruchim Abaim le Bethléem, bienvenue à Bethléem. Maintenant, ce n'est pas qu'en arabe et en anglais, c'est en arabe, en anglais et en hébreu qu'on souhaite la bienvenue à Bethléem. Il n'y a plus, bien sûr, les drapeaux jordaniens, mais une fois que les Israéliens sont là, tout le monde est accueilli. Les chrétiens, les musulmans et les juifs. Il y a les trois langues. Bien sûr, aussi à Bethléem, vous avez le tombeau de Rachel. C'est toute une histoire en soi. Là aussi, j'ai des anecdotes. Comment ils sont arrivés là-bas. Et voilà. Et se termine le 3e jour de la guerre des 6 jours. Pendant la nuit, est signé le cessez-le-feu jordanien. L'Égypte ne fait pas encore cela, mais déjà dit à ses forces de partir en retraite. Autre anecdote, pendant cette nuit-là, entre le 3e et le 4e jour, les Libanais se réveillent. Et oui, on a parlé des Syriens, on a parlé des Égyptiens, on a parlé de la Jordanie, on n'a pas parlé du Liban. Quand on parle des ennemis d'Israël, on parle toujours du Liban. Le Liban n'était pas en guerre contre Israël. Mais ils se sont réveillés le 3e jour, à la fin du 3e jour, et ils ont déclaré, le Premier ministre libanais déclare vouloir rejoindre la guerre pour aider l'Égypte. Puisque la Jordanie s'est déjà désistée. Et donc, le Liban se dit, nous, on va prêter main forte à l'Égypte. Heureusement pour eux, avec leurs 10 000 soldats seulement dans l'armée libanaise, le chef d'état-major s'oppose à l'avis du Premier ministre libanais, et c'est ainsi que le Liban est épargné d'une cuisante défaite face à Israël. On peut facilement l'imaginer, avec 10 000 soldats, jamais il n'aurait réussi. Mais il est un peu difficile de comprendre comment les Libanais ont pu même imaginer entrer en guerre après que Israël était déjà triomphante dans tout le Sinaï et toute la Judée et toute la Samarie. C'est une anecdote qu'on connaît peu, mais c'est écrit dans les livres d'histoire.
Quatrième jour de la guerre, Israël arrive jusqu'à la frontière du Jourdain, vous la voyez ici, à droite. Vous voyez qu'il y a des forces irakiennes là-bas. Il y a un combat qui est livré là-bas. L'étoile bleue, c'est un combat. Israël continue vers le sud, depuis Bethléem vers Hebron. Ici, vous voyez le drapeau blanc. Hebron s'est rendu directement. Il n'y a pas eu de combat, donc pas d'étoile bleue, mais un drapeau blanc. Israël va conquérir la ville de Hebron sans une seule balle. Voilà là, les Israéliens qui arrivent jusqu'au Jourdain. Vous les voyez descendre la vallée du Jourdain, ici, à gauche. Arriver au pont, le pont de Damia, qui traverse le Jourdain, et ils vont le dynamiter pour empêcher les forces irakiennes de pénétrer en Israël, enfin en Cisjordanie. Et voilà les forces israéliennes arrivant à Hebron. Vous avez à gauche le chef d'état-major et le chef du Pikoud Merkaz, du commandement intérieur, qui arrive à la Marat Marpella, au caveau des patriarches. Et vous voyez à gauche qu'il y a déjà un drapeau d'Israël. Donc il est déjà là. Quand est-ce qu'il a été placé là, le drapeau d'Israël? Auparavant, dans la photo de droite. Qui est dans la photo de droite? À nouveau, le grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren. Il est arrivé avant les chefs d'état-major. Il avait une Jeep privée. Et il voulait être partout avec son chauffard, avec son Sefer Torah, avec son drapeau d'Israël. Et lui est arrivé le premier à la Marat Marpella, au caveau des patriarches. Et c'est lui qui a placé le drapeau d'Israël avant que les hauts gradés de Tzahal arrivent à leur tour. Encore une fois, sans aucun combat dans la ville de Hebron. Voilà le Marat Marpella, le caveau des patriarches qui est dès lors entre les mains d'Israël. Ça, c'était le jeudi. 5e jour, c'est le vendredi. On va faire très court. Pendant ce temps-là, il y a la Syrie. Et dans la Syrie, il y a aussi des combats. Après que les forces israéliennes ont combattu dans le Sinaï et dans la Judée, dans la Samarie, dans toute la Cisjordanie, elles sont maintenant libérées pour aller vers le nord. Sachez que ça s'est déjà arrivé avant. Lorsque les parachutistes sont arrivés à Jérusalem, c'était parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans le Sinaï. Les parachutistes ne devaient pas être à Jérusalem. Pour Jérusalem, il y avait, on l'a dit plusieurs fois, la brigade de Jérusalem. Mais comme l'opération était si efficace et rapide dans le Sinaï, on a pu envoyer les parachutistes depuis le Sinaï vers Jérusalem. Et c'est pour ça que par un concours de circonstances, les parachutistes sont arrivés en vieille ville, mais auparavant, c'était la brigade de Jérusalem et les forces qui venaient de Samarie, de Jenin, de Naplouse, de Shrem, autour des Moreh, qui ont très vite conquis ces zones-là, ont continué vers le sud. Et il y a des blindés qui ont conquis la ville de Shrem, de Naplouse, qui sont arrivés à Jérusalem par le nord et qui, eux, ont permis l'accès plus facile à ces parachutistes qui sont arrivés dans la vieille ville. Donc, sans ce mouvement de troupes, rien ne se serait passé. Et là, c'est pareil. Une fois que les parachutistes ont terminé à Jérusalem, certains même, le jour même, mon Rosh Yeshiva nous raconte que lorsque lui est arrivé, les parachutistes n'étaient pratiquement plus présents au pied du Kotel. Les soldats que vous voyez ici, ce ne sont même plus les parachutistes, ce sont la brigade de Jérusalem qui est arrivée. Le jour même, une fois que la mission est accomplie, on a conquis Jérusalem, les mêmes parachutistes sont envoyés vers le nord, vers l'extrémité nord, vers le plateau du Golan. Pendant ce temps-là, le même vendredi, le commandant de la Judée-Samarie, Chaim Herzog, qui plus tard sera président de l'État d'Israël, rencontre les dirigeants chrétiens de Jérusalem, assure la liberté du culte. Le commandant de Jérusalem ordonne à ses hommes de ne rien toucher dans les maisons arabes de la ville de Jérusalem. Et nous avons des témoignages dans les livres, dans les chroniques, que rien n'a été touché et que même les habitants arabes de Jérusalem ont exprimé leur stupéfaction de ne voir aucun pillage, aucun vol de la part des Israéliens. Au contraire, ils ont touché à personne dans la ville de Jérusalem. Plus que ça, ce lendemain de la prise de Jérusalem, des centaines de milliers d'habitants arabes à Jérusalem et en Judée en Samarie ont été approvisionnés par Israël en nourriture. Dans la nuit qui précède ce vendredi, l'Égypte signe le cessez-le-feu. Et donc les seuls qui sont en guerre contre Israël, c'est la Syrie. Nous revoilà donc en Syrie. L'Égypte a terminé la guerre avec Israël.
la Jordanie également, mais pas la Syrie. Et donc, vous avez ici toutes ces flèches, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est chacune, c'est des heures de conférences et d'histoire militaire. Donc ça, c'est le combat du Golan. Le même jour, ce 9 juin, ce 5e jour de la guerre des 6 jours, il y a déjà des pèlerinages à Hebron. L'accès à Hebron aux civils est déjà permis. Et on a des témoignages de chassidim et de soldats qui dansent ensemble devant le caveau des patriarches, retrouvés de nouveau entre les mains d'Israël. Donc c'est très émouvant, il y a une union en Israël. Ce vendredi, à 17h, le drapeau d'Israël est placé, le voilà, sur le plateau du Golan, sur le sommet du mont Hermon. Et à 18h30, à l'entrée du Shabbat, on a le cessez-le-feu de la Syrie. Les 3 belligérants, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, ont signé le cessez-le-feu, ont arrêté la guerre avec Israël. Donc, c'est le 5e jour, tout est terminé. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des 6 jours? Eh bien parce que pendant la guerre des 6 jours, le 6e jour, c'était le Shabbat, et après le Shabbat, pardon, et il y a encore eu quelques tirs. Ici, il y avait des poches de résistance, tant dans la Cisjordanie que dans la Syrie. Mais déjà, le Shabbat, qui a suivi le 5e jour, vous avez des prières dans toutes les synagogues, où on a des témoignages que le Hallel a été récité pendant le premier Shabbat suivant la libération de Jérusalem. Les gens ont récité le Hallel, on chantait, on dansait dans les synagogues. Des milliers de soldats sont arrivés au Kotel, qui est encore fermé au grand public, mais des milliers de soldats ont fait les premières prières au Kotel avec des danses. Et c'est le 12 juin que l'annonce officielle de la fin de la guerre, après 6 jours, est déclarée. Là, vous avez une photo à Shavuot, le premier accès aux civils à l'esplanade du temple. 200 000 personnes vont au Kotel le premier jour de son ouverture au public à Shavuot, 200 000 personnes. Et voilà le résultat, Israël qui a triplé sa superficie. Et ensuite, vous avez les mois qui suivent la guerre des 6 jours, qui ne s'appelle pas encore la guerre des 6 jours. Le grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren, va au mont Sinaï, là où la Torah a été donnée. Nous allons célébrer Shavuot dans quelques jours. Et finit l'écriture d'un Sefer Torah au lieu même où on a reçu la Torah, sur le présumé mont Sinaï. Il y sonne du shofar, il brandit en talit le drapeau d'Israël et il commence et termine là-bas 2 sifrei Torah. L'un, il le commence, le deuxième, il le termine, pour montrer qu'Israël revient aussi à son histoire, pas seulement en terre d'Israël, mais même dans le Sinaï, là où nous avons reçu notre Torah. C'est un épisode peu connu également, mais il a tenu à le faire pour montrer l'inscription de la guerre des 6 jours dans la grande histoire biblique même d'Israël. Voilà le tombeau de Joseph que le grand rabbin de Tzahal également a été le premier à retrouver dans la ville de Naplouse. Ça, vous savez qu'à Elon Moré, nous organisons des pèlerinages là-bas, nous parlons beaucoup de cela. Il y a aussi toute une conférence sur l'historique du tombeau de Joseph. Et là aussi, je vais faire très court, mais le rabbin Goren est aussi celui qui est le premier à trouver, grâce à un vieillard arabe de Naplouse, l'emplacement du tombeau de Joseph. Et donc voilà le résultat. Cette guerre des 6 jours, elle ne reçoit son nom qu'au mois d'août. C'est Yitzhak Rabin, si je me trompe pas, qui donne le nom de la guerre des 6 jours. Peut-être je me trompe. En tout cas, le nom de la guerre des 6 jours n'a été donné à cette guerre qu'au mois d'août, donc 2 mois après cette guerre. Et aujourd'hui, nous célébrons les 53 ans de cette guerre. Nous sommes bien entendu reconnaissants au Créateur du monde, qui a permis à Israël d'abord d'être sauvé d'un danger imminent et total et fatal, et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, de retrouver ces lieux saints, de retrouver aussi ce qui fait son histoire, son identité. Voilà, nous avons eu presque 1h30, si on commence à partir vraiment du début, presque 1h30 d'exposé sur la guerre des 6 jours. J'espère que vous avez eu des éléments nouveaux, ou alors que vous avez un peu révisé certains des éléments que vous connaissiez. Croyez-moi, il y a encore d'autres choses à vous raconter sur tous les fronts de cette guerre, encore d'autres anecdotes halachiques, d'autres anecdotes militaires que j'ai pu récolter au fil de mes lectures, au fil de ce que j'ai pu entendre. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de littérature. Voilà, l'étape suivante, c'est de voir tout cela de vos propres yeux.
C'est pour ça que je vous invite, lorsque les vols seront à nouveau possibles vers Israël, je parle à ceux qui sont en France, parce que vous viendrez à Elon Moreh pour visiter, vous joindre aux milliers, aux dizaines de milliers de personnes qui chaque année vont à Elon Moreh et en Samarie pour découvrir leurs racines, découvrir le cœur de la terre d'Israël, découvrir, je n'en ai même pas parlé de ce que signifie, on a parlé de ce que signifie retourner à Hebron et à Jérusalem, mais ce que signifie retourner à Elon Moreh, ce n'est pas moins important, puisque Elon Moreh est le premier endroit de la terre d'Israël qui est cité dans la Torah. C'est là que commence l'histoire juive en Israël avec Abraham. C'est là que pour la première fois, le peuple d'Israël se rassemble avec Josué et Yoshua lors de la rentrée en terre d'Israël. Bref, elle a une place très importante, Elon Moreh, dans l'histoire juive. Et donc, pendant la guerre des 6 jours, nous y sommes retournés. Et ça aussi, ça a une signification. Et là, je vous invite encore une fois à venir le voir de vos propres yeux, Bible en main, livre d'histoire moderne d'Israël en main, et découvrir ensemble ce que renferment les richesses que renferme notre terre et notre histoire. Voilà, je vous souhaite à nouveau, pas Yom Yerushalayim Sameach, parce que Yom Yerushalayim, c'est pour la libération de Jérusalem, mais nous sommes encore dans les derniers jours de la commémoration de la guerre des 6 jours. Donc, bon anniversaire et Shavua Tov et Chodesh Tov. Et je vous annonce déjà qu'après 2 mois d'activité très minime de mon côté pour Elon Moreh, nous reprenons notre activité et nous aurons, je l'espère, d'autres Zooms de ce type-là, plus courts aussi. On a un peu dépassé ce que je pensais. Et vous aurez des surprises. Restez connectés par la page Facebook, par le mail, sur le site internet elonmorehfr.com. Vous pouvez voir nos newsletters et également par le WhatsApp. Vous avez tous les éléments sur le site et sur Facebook pour rester connecté avec nous. D'autres surprises vont vous attendre. S'il y a des questions, il est déjà 7h30 en Israël, 6h30 en France, 1h30 d'écoute. S'il y a des questions, vous pouvez les dire. Je vais maintenant permettre à tout le monde de parler. Vous pouvez par écrit ou par audio dire vos questions ou vos remarques. Voilà, c'est à vous. Juste un petit mot, Alex, pour te Oui, Michel. remercier. Ce magnifique exposé sur la guerre des 6 jours. Je l'ai appris in extremis. J'ai immédiatement envoyé ton WhatsApp sur le WhatsApp de la synagogue. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes ici, Librino, qui sont venues t'écouter et c'est tant mieux. Bravo, bravo. Et j'ai oublié. Attendez, excusez-moi. Attendez. J'ai oublié de dire que. Attendez, un instant. On t'entend très bien. Ah, vous m'entendez? Très bien. J'ai oublié de dire que je m'excuse de l'annonce in extremis de cette conférence, de cet exposé. J'aurais préféré que ce soit annoncé déjà avant Shabbat. Mais bon, c'est comme ça. Les prochaines seront mieux organisées. Merci Michel d'avoir participé, d'avoir partagé avec tes amis. La prochaine fois, ce sera en la synagogue d'ici les Moulineaux, n'est-ce pas? Je le veux. Voilà. Ouais, Voilà. Et avec grand plaisir. Et je m'excuse pour la durée. On aurait peut-être dû, si ce n'était pas en fin de la guerre des 6 jours, puisque Yom Yerushalayim était vendredi, j'aurais fait ça en 2 épisodes pour un peu alléger l'écoute. 2 épisodes de 45 minutes. Bon, finalement, c'était 1h30. J'espère que vous avez été patient, que vous avez eu du plaisir à écouter cela et à voir ces éléments. Oui, beaucoup de plaisir. N'hésitez pas pour vos communautés également à solliciter notre aide. Merci Alexandre, c'est très bien. Merci Jean-Luc, merci. Et les attachants que vous ayez la nechama et la consolation. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Je regarde le chat, les messages par écrit. Bravo, merci, avec plaisir. Razak. Je n'ai pas vu le temps passer, écrit-on ici. Je suis heureux de le lire. Moi non plus. Voilà. On me signale qu'il est midi au Canada, c'est vrai. Alors, on demande, est-ce que l'enregistrement est accessible? Oui, ça a été enregistré. On va travailler le fichier et je pourrai donner l'enregistrement.
Par contre, il faudra que vous soyez connecté très bien. à nos médias. Donc, la personne qui a demandé ça, je ne sais pas qui c'est, il faut qu'elle sache le chercher. Donc, ce sera envoyé par email, envoyé par WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, envoyez-nous un message via le site elonmorefr.com afin que votre email soit ajouté à notre liste et vous recevrez l'enregistrement. Des cartes. Vous recherchez des cartes depuis 53 ans. Bon, très bien. On va essayer d'aider aussi. Dites-moi la carte que vous souhaitez et je vous l'enverrai. Voilà. Voilà pour les messages écrits. Si encore d'autres messages audio, avec plaisir. C'était super. Je vois ma chère maman. Salut. Voilà. Bravo. Merci. Je vois des personnes que je connais de nom depuis très longtemps. Et je voulais vous dire que depuis 2 mois, depuis le corona, alors, il n'y a plus de vol vers la France et ça me manque beaucoup d'aller à la rencontre de ces communautés, de ces personnes qui au fil des années sont devenues de véritables amis. Vous le savez tous, c'est caché de personne. La raison pour laquelle je vais en France, c'est pour le développement de la yeshiva. Mais ces personnes que je viens voir, ces communautés sont devenues vraiment des amis et ça me manque beaucoup. Et là, je vois des noms de personnes que je n'ai encore jamais vues. J'ai eu vraiment le souhait, dès que j'ai su que je ne pourrais pas voyager et que des gens sont aussi parfois souffrant du corona ou en confinement à la maison en France, en Israël, je vous le dis, j'ai eu le souhait d'appeler chacun d'entre vous avant, pendant ou après Pessah. C'était très difficile, il y a les enfants à la maison, etc. Et donc, je m'excuse. Voilà des noms de personnes que j'aurais vraiment voulu pouvoir appeler et prendre de leurs nouvelles. Maintenant que mes enfants sont en structure scolaire, je vais pouvoir le faire et j'espère qu'on se parlera vite tous et qu'on pourra échanger des nouvelles. Voilà. Je dois aller faire Mincha. C'est l'heure ici. C'est la Shkia tout de suite en Israël. Donc, bonjour d'Israël, Shavua Tov, Chodesh Tov et des bonnes nouvelles. Au revoir.